dès la loi du hors-jeu. Et regardez qu'il veut qu'un joueur soit signalé hors-jeu seulement si l'intégralité de son corps dépasse la ligne du dehors des défenseurs. Voyez-vous d'un bon œil le changement de la règle? C'est une question qui oppose un ancien attaquant à un ancien. Mamadou Niang et Fousseni Diawara. Et c'est vous, Mamadou, hein, qui commencez parce que vous défendez le oui. Vous avez 40 secondes pour convaincre. Oui, bah, écoute, je défends le oui, mais j'irai pas jusqu'à dire entièrement le corps qui dépasse le dernier défenseur pour être signalé en jeu, mais pour aussi un peu favoriser l'attaque sur certains matchs où on voit des matchs qui sont fermés, où il y a des buts qui sont marqués, des joueurs qui sont signalés en jeu alors qu'ils ont l'ongle qui dépasse ou le doigt qui dépasse un petit peu. Donc je trouve ça un peu abusé au niveau de la VAR, mais avoir plus de flexibilité sur les décisions, sur les enjeux peut apporter beaucoup plus de spectacles et beaucoup plus de buts sur certains matchs et améliorer un peu le jeu et accélérer un peu plus le jeu. Et, je pense que c'est une bonne chose que la règle du enjeu soit un peu revue. On écoute à présent la réponse de Fousseni qui défend un point de vue contraire. Honnêtement, je trouve que cette décision n'est pas bonne, tout simplement. J'ai beaucoup de respect, de sympathie pour Arsène Wenger. Mais prenons l'exemple d'un attaquant comme Mamadou Niang qui va déjà beaucoup plus vite que moi, étant défenseur. Imaginez-le avec cette avance, déjà que j'arrive pas à le rattraper quand il n'y avait pas cette règle. Comment je pourrais le rattraper là? C'est impossible s'il part en avance. Donc à un moment donné, je pense qu'il y aura toujours une incertitude pour savoir si le corps il est entièrement devant ou derrière. Donc c'est repousser le problème, je trouve. On va encore avoir des ralentis où on va s'attarder sur les mêmes problématiques qu'il y avait lorsque la règle était différente. Et je trouve que là, c'est mettre les défenseurs en difficulté. Déjà que dans leurs interventions, ils sont très limités. Dans la surface de réparation, les mains sont systématiquement sifflées contre eux. Et là, c'est vraiment tuer les défenseurs. Je peux avoir 10 secondes en plus? Non. Vous avez un argument supplémentaire? Elle a dépassé 10 secondes quand même. Ah, je rigole. Il tient à ça. Vous allez arbitrer ce deuxième bouche à bouche. Philippe, qui vous a convaincu? Je ne vous demande pas votre point de vue, mais sur les arguments. Sur les arguments, ce que dit Fousseni pour finir, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire, ceux qui pensent que ça va clarifier, alors ça va clarifier esthétiquement, c'est-à-dire qu'en voyant l'écran, on verra un peu mieux, et ça agacera peut-être moins quand il y a hors-jeu ou pas hors-jeu, mais par contre, ce sera toujours une affaire de millimètres. On sera toujours à regarder au millimètre si le talon de l'un n'est pas devant l'orteil de l'autre, et en ce sens-là, je donne le point à Fousseni, parce que je suis d'une époque où, même sur la même ligne, on était hors-jeu. Ah ouais. C'est-à-dire que le hors-jeu était avant. C'est-à-dire que là, en gros, en 3 décennies, on a donné 4 mètres d'avance aux attaquants. Ouais. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Je crois que t'es déjà perdant, hein, parce que Philippe est d'une certaine génération. C'est un défenseur aussi. Voilà, c'est un défenseur. Non, pas du tout. Philippe, c'est un défenseur. Pas du tout, mais je préfère des matchs à 3-2 qu'à 6-5. Alors, Elton est d'une autre génération. Est-ce que vous êtes plus Fousseni ou Mamad? Alors, je suis désolé, Mamadou, parce que moi, j'étais libéraux au CAP Charenton. Je suis davantage défenseur. Non, moi, je suis conservateur sur ce point-là parce que ça serait dangereux, notamment pour les défenseurs, et ça aurait une mutation sur le jeu, aussi bien sur le secteur défensif que sur le secteur offensif, parce que ça ferait davantage la part belle aux joueurs qui sont en capacité d'avoir un jeu long intéressant, et ça mettrait davantage en défaut les créatifs. Donc moi, par rapport à ça, je suis contre cette idée. Et bien voilà, ce sont les extérieurs qui remportent effectivement à ces bouches à bouche. Le contexte bien précis, c'est Gérard Piqué qui parle en fait des problèmes économiques du Barça qui ont amené notamment les jeunes joueurs à jouer beaucoup plus tôt. Donc Lamine Yamal, il faisait référence à Pau Cubarsí, et en fait il explique que c'est bien de recontextualiser. Voilà. Et en fait il explique que sans les problèmes économiques, sûrement qu'on voit pas Lamine Yamal et Pau Cubarsí, ce qui s'entend, parce que au final, moi c'est ce que je les appelle comme ça, les Lamine Yamal, les Pau Cubarsí, les Gavi sont les enfants de la crise. Ils ont bénéficié de ça. Alors évidemment, ils font des choses qui sont très bien, mais pas sûr que avec un Barça sain économiquement et puissant sur le terrain, qu'un Lamine Yamal aurait été lancé très vite. De Bruyne, harcelé par un marabout, le milieu de terrain de Manchester City donc s'est constitué partie civile dans une affaire où un faux médecin de 78 ans lui a envoyé de nombreuses lettres et s'est présenté à plusieurs reprises chez lui. Il lui promettait de guérir ses blessures grâce à ses pouvoirs mystiques. Tu types ou pas, Fousseni? Je suis content d'être pas tombé sur ça. Ah, je suis content. Non, on va pas tout faire. Il est où? Quel pays? C'est quel marabout
International. C'est un marabout secret, mais il est Il est international. en Tonton, Angleterre. je m'adresse à toi. Non, mais sérieusement, non. Bon, ces histoires de marabout, c'est toujours difficile d'en parler, mais d'aller harceler un joueur, là, laissez-les jouer son football, quoi. Laissez-le, Kevin De Bruyne. Non, mais c'est vrai qu'il est Et il risque pas méconnaissable. de commencer à y croire hein, avec les nombreuses blessures. Bah, c'est ça, mais après, si le marabout a besoin de Peut-être que le contacter, marabout se sert de ça aussi. Kevin De Bruyne pour remplir son portefeuille, mais pourquoi il va pas jouer au loto puisqu'il a les solutions miracles normalement avec lui pour gagner cet argent-là? Non, c'est n'importe quoi. du folklore. Phobique de l'avion, Lucas Pérez est parti de Madrid pour rallier Eindhoven en voiture, 1700 km. L'attaquant espagnol s'est engagé au PSV au sein d'un championnat qui lui permettra d'éviter les trajets aériens. Tu types ou pas Elton? Non, je ne chie pas parce que c'est, ça peut être la même problématique que pour Dennis Bergkamp, à savoir que voilà, il n'aime pas forcément l'avion et donc ouais, c'est vrai que aux Pays-Bas, parce que j'ai eu la chance de grandir aussi aux Pays-Bas, on a un système ferroviaire qui est de qualité, donc qui permet d'éviter l'avion. En plus, c'est un petit pays, donc ça lui permettra de se déplacer facilement. Il y a que la Coupe d'Europe. Là, ça va, il joue Arsenal, il y a l'Eurostar. C'est vrai, voilà. Il y a l'Eurostar. Il y a l'Eurostar. Juste derrière Liverpool, il y a une équipe au bilan presque parfait, c'est le FC Barcelone. Avec une défaite accidentelle pour débuter cette campagne, puis 5 victoires très convaincantes. C'est Monaco. C'est Monaco quand même. Oui, pardon, oui. Est-ce que vous arrivez à vous faire une idée très précise de cette équipe qui peut avoir des ratés en Liga, mais qui reste impériale pour l'essentiel en Ligue des Champions? Une idée précise, non, parce qu'ils ont effectivement ils nous ont en quelque sorte bluffé sur le début de saison, avec là aussi un nouvel entraîneur, Hansi Flick, un style de jeu donc là aussi avec des risques assumés, ouais, avec un bloc très 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 haut, donc on joue le hors-jeu quasiment à la médiane, mais une volonté d'attaquer, un déséquilibre assumé, mais lorsqu'ils ont eu leur période de moins bien, on aurait pu douter justement, se dire que bon, mais leur période de moins bien, elle existait en Liga et pas sur la scène européenne. Non, c'est vrai. En Ligue des Champions, donc ils ont su faire le job. Ils ont su à chaque fois collectivement retrouver les ressorts nécessaires. Et ça reste une équipe qui fera sa saison. Voilà, si on avait des doutes, je pense qu'ils seront en phase avec leur objectif. Ils ont passé un message fort il y a quelques jours, lors du Classico. Ouais. Donc oui, il va falloir compter sur eux. Donc c'est certes une équipe à risque, certes une équipe qui va dépendre aussi de ses individualités, mais qui s'appuie vraiment sur un vrai collectif et qui bonifie justement certains joueurs au travers de ce collectif. En tout cas, c'est une équipe qui confirme son renouveau sur la scène européenne, entamé déjà la saison dernière. Oui, c'est peut-être le retour du grand Barça, parce qu'il y avait eu un grand passage à vide tout de même ces dernières saisons sur la scène européenne pour le FC Barcelone. On vous a compilé les saisons du Barça, ces dernières saisons en Ligue des Champions, avec notamment les saisons 2021-2022 et 2022-2023 qui s'étaient arrêtées dès la phase de groupe de la Ligue des Champions, avec seulement 7 points à chaque fois au compteur. La saison dernière, c'était quand même un petit peu mieux, avec un quart de finale. Ils étaient sortis de la phase de groupe donc avec 12 points. Et puis cette saison, donc deuxième après 6 matchs disputés, et c'est surtout l'attaque du Barça. C'est un Barça qui est de nouveau attrayant offensivement, 21 buts marqués. C'est le meilleur bilan offensif après 6 matchs joués. C'est même le meilleur bilan de l'histoire du Barça après 6 matchs en Ligue des Champions. C'est mieux que lors de la saison 2014-2015, la dernière saison où ils ont soulevé le trophée. Pourtant, souvenez-vous, cette saison-là, il y avait une attaque qui était exceptionnelle, la fameuse MSN, Messi, Suarez, Neymar. Là, c'est une attaque qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, avec Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski, qui sont peut-être le meilleur trio actuellement en Europe. Le Barça qui a eu quelques ratés donc fin 2024, mais qui a démarré 2025 en boulet de canon. Là encore, vous l'avez évoqué. J'imagine que vous l'avez vu ce match également, oui, la finale de la Supercoupe face au Real Madrid. Est-ce que c'est un coup de tonnerre qui a fait trembler à nouveau l'Europe? Est-ce qu'on s'attend à les voir dominer à nouveau ces Catalans? Ah, mais c'est un coup de tonnerre parce que moi je pensais que cette équipe du Real Madrid avait réduit la distance avec le Barça. Parce que moi, sur les 10-15 premiers matchs, je vais dans le sens de José, j'avais dit que j'en faisais mon favori pour la Liga et qu'elle sera très très dure à battre. Je pensais qu'elle serait très très dure à battre en Ligue des Champions. Elle a eu un vrai gros coup de moins bien et là elle est revenue à son meilleur niveau avec un vrai collectif, une vraie pensée commune. Alors Romain parle à juste titre des joueurs offensifs et de cette pépite, à mon avis, Lamine Yamal, qui va nous illuminer pendant les 15 prochaines années. Mais à tous les postes, il y a des vraies complémentarités qui se dégagent. Or, je ne sais pas si c'était un problème physique, la baisse de régime de cette équipe, mais si elle est à ce niveau-là, je la vois aller très loin en Ligue des Champions.
Et dans cette finale de la Super Coupe d'Espagne, l'homme du match, c'est le Brésilien Rafinha, qui est également le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Rafinha, qui a été choisi comme MVP des 6 premières journées par José, Romain et vous. Non, et Cédric Kanté. Voilà, et trois choix pour Rafinha. On va se pencher sur le cas de ce joueur qui n'a peut-être jamais été aussi fort. Et c'est François Martinet qui s'en charge. Alors, Romain Rafinha est donc votre MVP des 6 premières journées et les chiffres ne peuvent que vous donner raison a priori. Oui, forcément. Déjà, il était inattendu à ce niveau-là, Rafinha, cette saison, sa 3e saison au FC Barcelone. Et ses chiffres ont effectivement explosé. Il est impliqué dans 28 buts avec le FC Barcelone entre la Liga, la Coupe et donc la Ligue des Champions. 19 buts et 9 passes décisives. Il est décisif, c'est simple, toutes les 80 minutes. Ça veut dire qu'il est décisif lors de tous les matchs qu'il dispute cette saison en moyenne avec le FC Barcelone. Il a déjà été titulaire plus de fois que la saison dernière notamment. Donc il est davantage utilisé, responsabilisé dans un rôle de capitaine. Et en Ligue des Champions, il est impliqué dans 8 buts avec le Barça, 6 buts, 2 passes décisives. C'est le 2e meilleur buteur de la compétition. Et là, il fait même encore mieux puisqu'il est décisif toutes les 59 minutes avec le FC Barcelone. Il a marqué lors de 4 des 5 victoires du Barça cette saison. On va voir les images justement, José. On a l'impression que désormais, il a une palette offensive dans son jeu et qui lui permet d'être inarrêtable. Pourquoi il est si difficile à défendre et pourquoi il affiche ses stats aussi exceptionnelles cette saison, Rafinha, par rapport aux précédentes? Il a clairement franchi un palier. Alors, on ne le découvre pas, ça a toujours été un bon joueur, sauf que là, cette saison, il est rentré dans une autre catégorie. Il est rentré dans la catégorie des top players. On a évoqué Mo Salah tout à l'heure. S'ils sont sur le même niveau actuellement, ils font partie des meilleurs joueurs dans la planète football. Il est déterminé. Dans tout ce qu'il entreprend, on voit beaucoup, il dégage une énergie vraiment positive, à l'image du but qu'on a vu tout à l'heure, donc face au Bayern Munich où il contrôle de la poitrine, c'est Upamecano avec qui il est au duel, mais il dégage une telle puissance, on a l'impression que Upamecano c'est un minot à côté, donc c'est assez surprenant, donc cette détermination qu'il a, et puis après il est habile, il faut le dire aussi techniquement, donc vous associez donc un mental où vraiment il a envie de, je sais pas, de s'installer, il porte le brassard, il dégage quelque chose avec ses qualités techniques, l'association fait que il a son prime là cette saison, c'est un joueur qui à chaque match, on sait qu'il fera des différences individuelles et collectives, et surtout ce qui est intéressant, ce que disait Koundé, c'est que c'est l'un des joueurs qui fait le plus d'efforts aussi défensifs sur le terrain, et donc il soulage donc énormément donc son avant-centre Lewandowski, parce que défensivement il fait le job et puis il est capable de créer, donc il a une palette qui est très large, l'altruisme, la finition, et puis donc non, c'est vraiment c'est aujourd'hui un top player. Top player pour Rafinha sur ce canapé. Vous avez voté, vous, pour Mohamed Salah. Et on fait donc un bilan de cette nouvelle formule. Pourquoi maintenant ? Parce qu'on a joué 6 journées, vous l'avez compris, soit le total de l'ancienne formule pour ce qui est de la phase de groupe. Aujourd'hui donc, quel est votre sentiment ? Est-ce que vous vous dites c'était mieux avant, ou est-ce que vous êtes plutôt séduit par cette nouvelle formule, Samuel ? Moi, je suis séduit par cette nouvelle formule parce que, alors au départ, je savais pas comme tout le monde, vers quoi on s'orientait. Et effectivement, je pense qu'on va avoir des matchs acharnés jusqu'au bout. Alors que dans l'ancienne formule, j'ai l'impression, si ma mémoire est bonne, qu'à ce moment-là de la compétition, il y avait déjà beaucoup de matchs qui ne servaient plus à grand-chose. Donc vraiment séduit par cette formule. Séduit par cette formule. José, est-ce que vous êtes un nostalgique de ces fameux 8 groupes de 4 avec donc cette idée de championnat qui désormais remplace cette phase de groupe? Non, je regarde devant, j'apprécie, donc j'étais un peu sceptique dans un premier temps, mais je dois reconnaître que le fait d'avoir des matchs secs, c'est-à-dire d'affronter qu'un seul adversaire, ça favorise sans aller-retour. Sans aller-retour, ça favorise, j'ai envie de dire, les plus petits, dans le sens où il n'y a pas d'aspect psychologique, l'aspect mental où, lorsque le match allait, vous le négociez, vous savez, un exemple, vous jouez contre Real Madrid, vous jouez contre Vinicius, contre Mbappé, mentalement, il s'est un peu rentré dans votre tête, donc le match retour, il est déjà gagné avant comment ça s'appelle, qui le dispute quasiment. Là, je prends Brest. Chaque match, c'est une finale, il la joue, c'est un coup sec, et c'est un peu plus facile à aborder à mon sens, et donc ça équilibre un peu les débats. Donc des équipes qui ont l'habitude de calculer ne peuvent pas calculer, c'est peut-être pour ça aussi que les grosses écuries sont un peu en danger, parce qu'ils avaient cette habitude d'être dans une forme de confort, de calculer, alors que les petits ne calculent pas, et pour l'instant, en tout cas, ça leur est joué. Romain, en termes statistiques, est-ce que la nouvelle formule est plus spectaculaire, plus prolifique ? Alors déjà, c'est pas évident à analyser, mais on a essayé quand même, on a regardé les statistiques sur les 20 dernières saisons en phase de groupe de Ligue des Champions, et cette saison, donc avec ce grand championnat à 36 clubs. Alors on va voir déjà qu'en termes de statistiques pures de buts marqués,
On a une belle saison de Ligue des Champions, avec en moyenne plus de 3 buts inscrits par match. 3,2 buts par match, c'est mieux que lors des 20 dernières saisons en phase de groupe. Il y a moins de matchs nuls, 14% de matchs nuls. Il y a plus de victoires à l'extérieur, 36% de succès à l'extérieur. Au niveau des tirs cadrés par match, bon, c'est quasiment similaire. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est ce dont Samuel parlait, c'est le suspense. La saison dernière, avant les 2 dernières journées de la phase de groupe, il y avait 6 qualifiés sur 16 pour les 8e de finale. Là, forcément, il y a plus de clubs qui sont concernés, comme il y a 24 clubs qui vont poursuivre leur aventure à l'issue de cette phase de groupe. Donc, du coup, avec seulement 8 qualifiés pour l'instant à minima pour les barrages, effectivement, ça laisse beaucoup plus de suspense pour les 2 dernières journées de cette phase de Ligue. Ouais, effectivement. Et vous, Philippe, ce que vous avez souligné, c'est que toutes les surprises, qu'elles soient en haut ou en bas, on les doit finalement à cette nouvelle formule. Oui, en partie pour des raisons qu'a évoqué José tout à l'heure. Histoire d'absence de match retour, justement. Oui. Puis le fait que, surtout, le fait que le calendrier permette de jouer, par exemple, Brest a pu jouer deux autres chapeaux 4. Bon, ce qui lui laissait la chance déjà de faire 6 points. Et une fois que vous avez 6 points, vous êtes à 2-3 points de la qualification. Et vous entrevoyez tout de suite le bonheur. Ça a été le cas. Ils ont gagné les 2 premiers matchs contre des Autrichiens, qui n'étaient pas des foot de guerre. Bon, très bien, ils ont profité de la situation. Puis derrière, vous avez 6 points. Il reste 6 matchs pour faire 3 points. Bon, c'est pas mal. Ça laisse des possibilités. Et puis évidemment, l'autre côté est très spectaculaire également. C'est qu'on a vu des chapeaux 1 jouer des chapeaux 1. Ce qui n'arrivait jamais avant. Donc c'est la surprise. De ce fait-là, on a eu des grosses affiches. De ce fait-là, on a eu des surprises. De ce fait-là, on a des gros. Ça, c'est la bonne surprise, parce que ça, j'en étais pas sûr. Évidemment, moi, j'avais fait plein de simulations. J'avais testé, donc je savais que le suspense serait au rendez-vous. Ça, c'était une certitude pour moi. Le suspense, j'étais sûr qu'il serait bien meilleur que dans les groupes. Par contre, ce que je pensais pas, c'est qu'il y aurait des gros mal classés. Et ça, je trouve que ça apporte un intérêt bien supérieur encore. Vous vous rendez compte que, en plus, comme ils se jouent entre gros, 7e journée, PSG, Manchester City, et un des deux sera mal placé après le match. C'est quand même inouï et inattendu quand même. C'est vrai. Exactement. On en parlera bien sûr dans la deuxième partie de cette émission. Il y a des surprises. Il y a aussi des... Alors, quand on parle du trio offensif, il n'y a pas que ça. Également la tactique. Sur le plan tactique, le Real a montré qu'ils sont matures. Ils ont montré qu'ils ont de l'expérience. Et c'est grâce à cette expérience que le Real s'impose. On parle aussi beaucoup de ça, on parle de ça chaque année. Et bien sûr, le poids de l'histoire. Le Real, c'est un club historique, un club qui a fait rêver. Un club qui a 14 Ligues des Champions. Premier sans second. Je crois que le deuxième, on est dans AC Milan ou Liverpool. Je crois que les deux ont 6 ou 7 Ligues des Champions. Oui. Le deuxième n'a que la moitié de ses trophées. Le Real, c'est un mastodonte de cette compétition. Donc, sur le plan tactique, d'abord, ça montre une grosse maturité. Mais pas que, parce qu'il y a un homme, Carlo Ancelotti, qui est, on va dire, l'entraîneur le plus titré. Et lui, là, qui sait gérer les stars. C'est pour ça qu'on le garde au Real. C'est pour ça que même qu'il a des mauvais résultats, Pérez lui fait confiance. Parce que ce monsieur-là, il a de l'expérience, il a du charisme, il est calme, il sait gérer les stars, il sait prendre des décisions. Donc, et les joueurs l'aiment beaucoup. Donc c'est un bon choix, Ancelotti. Mais aussi, c'est une très très bonne gestion tactique de la part de ces joueurs-là. Donc, ils ont également une capacité à élever leur niveau en Ligue des Champions. Voilà, le Real Madrid a une histoire unique, on le dit oui, à tout moment, même quand ça ne va pas, même quand la composition n'est pas parfaite, même qu'il y a des déséquilibres. C'est une tradition pour le Real de remporter cette Ligue des Champions. C'est une tradition de se surpasser, c'est une tradition d'aller chercher au fond de leur trip pour arriver à ce niveau. Donc du coup, cette victoire face à City change complètement le statut du Real. Et bien sûr, ça change complètement le statut du Real. Le Real, c'est plus le Real de la première partie. C'est plus le Real du premier championnat, du début de la Ligue des Champions. C'est le Real XI. Alors, parlons du nouveau FC Barcelone. Ce nouveau FC Barcelone transformé par un certain Hansi Flick. Voilà, ancien coach du Bayern Munich. Ancien coach également de la Nationalmannschaft, qui a complètement changé le visage de cette équipe. Vous êtes fan du Barça, bon, vous aimez le Barça, vous aimez le football de la Masia. Que pensez-vous du nouveau style apporté en plus de ce style de possession, de petite passe du Barça? Cette petite touche d'originalité apportée par Hansi Flick, on en parle dans cette vidéo. Bienvenue à tous, merci de vous abonner si c'est la première fois. Merci d'activer la cloche de notification, de partager un maximum cette vidéo, parce que vous le savez, c'est ça aussi, c'est ça la récompense. N'oubliez pas de laisser un commentaire aussi si la vidéo vous inspire, pourquoi pas. On parle donc de cette attaque de feu dont dispose le Real Madrid, une attaque redoutable
qui se positionne de façon très sérieuse, voilà, qui est également ce club-là qui veut retrouver le plus haut niveau, le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça fait des années quand même que ce club n'a pas joué le dernier carré. Il est temps. Avec ce Hansi Flick, grâce à ce coach, qu'ils avaient battu 8-2, grâce à ce coach, peut-être le Barça va retrouver la gloire. Peut-être le Barça va au moins atteindre le dernier carré. Pourquoi pas jouer la finale, peut-être face au Real. Ce sera peut-être une finale classico, une finale 100% espagnole. En tout cas, nous, on aime les gros matchs. Le match Barça-Real, c'est le match le plus regardé dans le monde. Donc si ça arrive en finale, pourquoi pas? On est preneurs. Hein. On est preneurs. Alors parlons de ce trio offensif. On a Robert Lewandowski, 16 buts en Liga. On a Rafinha, 11 buts et 6 passes décisives. Ça fait 17 fois décisif. On a Lamine Yamal, le monstre, 5 buts et 9 passes décisives. Voilà, ça forme dans un trio équilibré qui allie expérience avec Robert Lewandowski, créativité, bien sûr, avec Rafinha. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.